suis Mathilde Lespine, sage-femme, et je suis coordinatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis et du programme de prévention des violences faites aux femmes du réseau périnatal Naître dans l'Est francilien. Nous allons aborder aujourd'hui la question du repérage des violences. Et avant toute chose, je voudrais reprendre avec vous les 4 critères essentiels lors d'une intervention auprès de tout être humain et particulièrement d'une personne victime de violence, qui vont être la sécurisation, le respect, la bienveillance et l'écoute active. Ça va être important dès le départ où on essaye de faire émerger la parole et de rompre le silence. Donc bien sûr, il y a des signes d'appel qui doivent nous faire penser à une situation de violence, des signes cliniques directs comme des traces de coups, de blessures, des addictions, et puis des signes indirects ou des comportements comme un mauvais état de santé général ou un très faible recours aux soins alors qu'on aurait les moyens de connaître ses droits en termes d'accès aux soins, une absence d'autonomie financière, administrative, sociale, ce qu'on peut appeler un contre-transfert négatif, c'est-à-dire ce que nous, le professionnel, nous allons ressentir pour la personne que nous accompagnons. Si habituellement on est plutôt en empathie avec les personnes que l'on accompagne et que cette personne-là, c'est plus compliqué pour nous de l'accompagner, on peut être plus facilement agacé, impatient. Ça doit nous faire évoquer quelque chose. Une personne qui va vraiment être, vous décrire des symptômes, je n'arrive pas à me réveiller le matin, j'ai des idées noires, je pleure tous les jours, des symptômes qui peuvent nous faire penser à un état dépressif ou à un état anxieux. Et puis les enfants de cette personne qui sont symptomatiques, voilà, qui ont plein de symptômes et la femme va vous décrire surtout les symptômes de ses enfants. Alors, à quel moment il est idéal de faire émerger la parole? À tout moment. Ça peut être le bon moment, et c'est vrai que la période de la grossesse et juste après l'accouchement du postpartum peut être une période idéale parce que la grossesse est une période qui va vraiment catalyser les violences. C'est-à-dire que la violence existait déjà, mais elle était plus insidieuse, plus à bas bruit, et au moment de la grossesse, la femme va identifier ces faits-là comme de la violence. Voilà, en tant que sage-femme, nous savons aussi qu'au moment de la grossesse, il y a beaucoup plus d'harcèlement et de violence dans le cadre du travail, par exemple. Et puis, les besoins d'un nouveau-né, ils vont vraiment aller solliciter l'auteur de violence dans toutes ses vulnérabilités. La faible estime de soi, la difficulté à gérer ses émotions, l'intolérance à la frustration, éventuellement l'égocentrisme. Et donc la période postpartum peut être aussi très grave. Il faut bien se dire aussi qu'une demande d'IVG sur 4 a un rapport avec la violence. Et donc que c'est un bon moment aussi pour faire ce dépistage. Alors, il est très difficile d'en parler spontanément pour les femmes. Et c'est pour ça que plutôt que d'être sur un repérage sur signe d'appel, ça va être important pour nous d'aller vers un repérage systématique. Il faut bien se dire que si l'on respecte le silence, finalement, on ne respecte pas du tout ce qui est positif et pourvoyeur de santé et d'autonomie pour la personne victime, mais on respecte la stratégie de l'agresseur. Dans les récits de violence, on a beaucoup d'injonctions au silence parce que ça va être primordial pour l'agresseur que la victime se taise le plus longtemps possible. Et donc c'est pour ça que spontanément, une personne victime ne va pas parler parce qu'il y a eu des injonctions au silence, crie moins fort, tais-toi, donc au moment de l'agression ou juste après, si tu parles, je te tue, si tu parles, personne ne te croira, de toute façon tu n'intéresses personne. Et donc nous, professionnels, avec nos questions de repérage des violences, on va déjà briser une partie de la stratégie de l'agresseur, on est déjà dans un acte thérapeutique. Et on va signifier à la personne en face de nous que c'est de notre domaine de compétence. Donc par exemple, les sages-femmes, c'est une question d'ordre médical. Et donc la femme va pouvoir s'autoriser à parler de ça parce qu'elle sait que ça nous intéresse et que ça rentre dans notre domaine de compétence. Donc ce qui est à promouvoir comme pratique, c'est à un moment, en entretien seul avec la personne, de lui poser la question directe si elle a vécu des violences. Et la forme de la question, vraiment la meilleure, ça va être celle que vous allez choisir, avec laquelle vous allez vous sentir la plus à l'aise.
Moi, par exemple, je dis, avez-vous déjà vécu dans votre vie des événements qui vous ont fait du mal et qui continuent aujourd'hui à vous faire du mal? Certaines personnes me demandent de préciser à quoi je pense, donc je précise des dépressions, des addictions, des violences, par exemple, des problèmes avec l'alimentation, l'anorexie, la boulimie. Et puis les violences, je détaille si c'est nécessaire à nouveau, des violences verbales, psychologiques, administratives, économiques, physiques, sexuelles, voilà. Et puis si on n'aime pas le mot violence, on peut demander avez-vous été malmené dans votre vie? Est-ce que vous êtes senti en sécurité jusqu'à présent dans votre vie? Pensez-vous que vous avez une enfance heureuse? Si on a l'impression que les violences s'exercent dans le couple, comment ça se passe quand vous disputez avec votre conjoint? Comment ça se termine? Comment ça se passe quand vous n'avez pas envie d'avoir un rapport sexuel mais que lui il a envie? Comment ça se termine? C'est des questions qui vont vraiment pouvoir libérer la parole. Et c'est important de penser aux effets sur la victime. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire sortir de l'ombre des événements traumatisants et toutes les émotions qui y sont liées. Il faut bien se dire que quand on se sent en sécurité et dans la bienveillance, il est thérapeutique de mettre des mots sur tout ça, et éventuellement de pleurer si c'est nécessaire. Ça va permettre à la personne victime de revisiter son histoire avec une autre vision, une autre paire de lunettes. Donc pour vraiment mettre en place ce repérage systématique, il est très important de lutter contre les obstacles, être convaincu que ce n'est pas une intrusion dans la vie privée, mais bien l'exploration de gros facteurs de risque pour la santé qui sont accessoirement, et c'est pas accessoire, des délits et des crimes aux yeux de la loi française et internationale. Voilà, c'est important d'imaginer comment on va pouvoir faire pour se retrouver seul avec la personne. Donc par exemple pendant la grossesse, c'est pas toujours si simple. Donc je commence toujours, lorsque c'est le premier entretien, en demandant que la personne accompagnante ne soit pas présente et que je la ferai rentrer dans 10 minutes, un quart d'heure quand j'aurai fait l'anamnèse médicale, avec un très bon argument que je dois respecter le secret médical, que ce soit pour ces questions mais aussi pour d'autres. Et puis une technique qui marche très bien pour lever les obstacles, c'est de faire une petite enquête-action, notamment en équipe, où on se dit par exemple pendant une semaine, on va expérimenter cette pratique de repérage systématique. Ça va nous donner à nous du courage et de la confiance, et on va pouvoir dire aux personnes, voilà, je vais vous poser des questions, vous n'êtes pas obligé de répondre, et je vais pouvoir sous-entendre, voilà, je participe à une enquête cette semaine, donc sous-entendu, si les questions qui viennent après sont un peu bizarres, c'est pas de ma faute. Voilà, comme ça m'aide à me jeter à l'eau, et je vais me rendre compte qu'il y a une très bonne acceptation de la part des personnes victimes de ces questions, qu'elles soient victimes ou non.